compétences sur les choix des mix énergétiques, des idées. Et donc je me suis interrogé sur comment faire l'intervention la plus utile possible, sinon en essayant de donner mon témoignage d'observateurs et de chercheurs de Raymond Goulet, pour introduire un peu cette discussion. J'ai fait exprès, je préviens, de vous donner de temps en temps des transparents, pas forcément très beaux. Et j'ai fait exprès, parce que j'aurais pu les refaire, pour vous montrer qu'il y a des choses qu'on sait depuis longtemps, hein, et qu'on a oubliées. C'est tout. Donc, vous voyez le titre, je vais parler en français et je vais paraphraser ce qui est en anglais. On peut caricaturer un peu le problème du choix énergétique entre deux diables. Le pari faustien sur le nucléaire et le pari faustien sur le changement climatique. C'est quoi un pari faustien? C'est le pari avec le diable, celui qu'on ne reprend pas. L'expression, je fais exprès, excusez-moi, c'est ma tournure, par les temps actuels. Le monsieur qui a inventé ce mot, c'est Alan Gnese, qui a joué un rôle important aux États-Unis pour la création de Resources for the Future et qui écrit ça en 1975. C'est pas mon idée, hein, c'est lui. Et en même temps, vous avez bien sûr les anges gardiens. Ce qui est bien, c'est les énergies renouvelables. Ça, c'est beau, c'est sympathique. Et bien sûr, c'est pas totalement vrai. Il y a des problèmes. Mais je rappelle à ceux qui seraient trop sceptiques sur les énergies nouvelles que M. Boiteux, qui était quand même le patron qui a lancé le grand programme électronucléaire français, a écrit ça, ce que vous avez ici. Le monde doit apprendre, à long terme, à vivre uniquement avec ces énergies de flux et pas de stock. Ce n'est pas un écologiste qui a dit ça, c'est M. Boiteux. D'accord. Donc on va essayer de jongler avec tout ça. Et parce que j'ai senti depuis quelque temps en France, y compris dans ces milieux ici, là, vous savez, l'idée du peak oil, on va vers des ressources rares, etc. Ceux qui ont entendu la conférence de M. Nakisenovic hier, j'ai pris ça chez lui. Le problème n'est pas qu'on n'a pas assez d'énergie, on a trop d'énergie fossile. Hein, d'accord ? Là, vous avez ce qu'il a présenté hier sur les réserves de charbon dans le monde. D'accord ? Le peak oil, c'est le peak oil pour le pétrole normal, mais aujourd'hui, on vit dans le risque de trop de shale oil, shale gas, et bien sûr, à terme, de coal. Ça veut dire quoi ? C'est un problème important. On ne peut pas poser le problème du energy mix comme si c'était facile, parce qu'on avait une telle contrainte sur les énergies fossiles qu'il faut bien en tenir compte. Ça serait simple si c'était comme ça. Non, on a le choix entre plusieurs routes, dont une est très énergie intensive, qui est très fondée sur les ressources de charbon. À titre personnel, donc ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je vous indique ce qui est derrière ce que je pense, et le reste, bien sûr, ça va suivre différemment, c'est que le monde a le choix entre continuer sur l'idée de la pléthore énergétique, ce qui va engendrer beaucoup de tensions, beaucoup de guerres, comme on a aujourd'hui, beaucoup de problèmes, autres que le climat d'ailleurs. Bon, mais c'est pas vrai qu'on est sous une loi des reins qui dirait les prix de l'énergie vont augmenter, donc il faut y aller. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est pas sûr. Donc, on a notre liberté de choix à faire en tant que société. Et maintenant, je vais essayer de faire, écoutez, à titre personnel, si je fais ce que je fais depuis 30 ans, je pense qu'il faut éviter d'aller vers le monde tout carbone. D'accord ? Donc, quels sont les éléments qu'on a en main pour y aller ? Mais nous avons le choix de ne pas y aller. Et ce choix, peut-être, on est en train de le faire. Bon, alors, donc je passe à... Hop, leçon de l'histoire. On ne choisit pas les technologies énergétiques comme on choisit des pommes et des oranges. Les choix sont toujours faits dans un ensemble, dans un contexte intellectuel, où il y a des controverses sur qu'est-ce que c'est la bonne technique, qu'est-ce que c'est la mauvaise technique. J'ai fait exprès, Naki's presentation, c'est pour ceux qui étaient là hier, la présentation de Nakisenovic hier a été perçue comme un peu trop optimiste technologiquement. Non. On a de fait des utopies techniques qui pensent que le nucléaire, à terme, ça existe encore un peu, hein, avec la fusion, va sauver le monde.
Puis il y a les utopies. Desertec, il a présenté ça, ça a existé en Allemagne. On va couvrir tous les déserts de solaire, et ça sauvera le monde. C'est comme ça que marche le monde énergétique. Il y a des utopies qu'on projette à chaque fois. Et bien sûr, ça ouvre des joutes verbales, hein, sur ce qui est possible ou pas, avec les dangers de ces joutes verbales, c'est qu'elles sont répétitives, et que ça conduit à des décisions sous hypnose. Encore une fois, cette expression décision sous hypnose n'est pas de moi. Elle est de M. Alain Perfide, les plus vieux savent qui c'était. C'était un ministre de Charles de Gaulle, et qui a écrit que le programme électronucléaire français, ce n'est pas un gauchiste qui a dit ça, ce n'est pas un écologiste, M. Alain Perfide, a été prise sous hypnose. Parce que nous sommes hypnotisés par des joutes verbales. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et bien sûr, elles se font dans des contraintes institutionnelles. Quand je mets dans l'institution, c'est un mot politiquement correct pour un ensemble de choses. Institution, culture, croyance, tout ce que vous voudrez. Ce qui fait une société, quoi. Hein, bien. Donc, à partir de là, ma position personnelle, c'est que, et je reviens sur l'exposé de Nexinovich hier, à court terme, vu l'inertie des systèmes énergétiques, les marges de manœuvre sont faibles. À long terme, il n'y a rien comme elles sont très importantes. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça. Attendez, quand il y a des potentiels techniques, oui, réponse, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que l'optimisme technologique va nous sauver. Parce qu'il n'y a rien comme une technologie vraiment propre et vraiment sans coût. Et le problème que j'ai, c'est que, par expérience, on va voir pourquoi, si on gère mal nos controverses, entre nous, en France et ailleurs, je vais insister sur le ailleurs après, ça va se traduire par des coûts énormes. Des coûts parce qu'il y a des incertitudes des systèmes de régulation. On va faire des choix, puis on va devoir revenir sur ces choix. Il y en a qui vont payer. Il y a des coûts sociaux, parce que les énergies vont être plus chères. Il y a des chocs locaux. Et puis, il y a des chocs politiques. Je fais exprès de prendre un peu de temps là-dessus. Parce que ces chocs politiques sont très coûteux. Il n'y a pas d'un côté la technique, d'un côté la politique. J'ai une expérience importante, c'est que dans mon laboratoire, il y avait M. Puiseux, qui était un conseiller de Boiteux, qui a divorcé de Boiteux par antinucléarisme, qui s'est réfugié chez nous. Et en 1978-19, par là, hein, très tôt, avant le Tchernobyl, avant tout ça, il dit, oh là, il est en train de se creuser en Europe, entre la France et l'Allemagne, un divorce sur le nucléaire. Et ce divorce va être porteur de conflits larvés, de difficultés pour l'Europe de faire une vision commune. Sa prédiction était juste. Et ça a eu un impact j'étais acteur de ça, sur les négociations climatiques, quand en 92, les Français, avec Strauss-Kahn, mon collègue, ont détruit l'hypothèse d'une taxe carbone mixte énergie-carbone, qui était un compromis possible proposé par la Commission entre les Français et les Allemands, en disant c'est stupide de taxer implicitement l'énergie en tant que telle, parce que le nucléaire est propre, et c'est comme si on taxait le Coca-Cola pour lutter contre l'alcoolisme. Là, le lobby nucléaire français n'a pas écouté les Allemands, et a fait échouer une possibilité de compromis. 2001, les Allemands, ça, les responsabilités sont partagées, il y a une possibilité d'accord, font craquer une possibilité d'accord lorsque M. Trétin impose qu'il y ait un accord sur le fait que le nucléaire, en raison de sa dangerosité, soit exclu du mécanisme de développement propre. Par 2 fois, historiquement, on a raté un possible accord sur le climat parce que la France et l'Allemagne étaient en désaccord sur le nucléaire et parce qu'on n'en a jamais discuté. Coût politique important. D'accord ? Et c'est pour ça que cette séance est importante, parce que si on continue comme ça, je vous promets qu'on va encore avoir des problèmes en Europe. D'accord ? Alors maintenant, je rentre sur le cœur. J'ai fait exprès de pas un peu long là-dessus, parce que c'est ça la question pour moi qui est la plus importante. Hein. Alors maintenant, on va regarder. Bertrand Herriard m'a dit d'être plus court là-dessus. C'était un peu long. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais être plus court quand même. Mais comment le choix nucléaire a été fait en France ? Il y avait bien sûr en France une vision commune après la Deuxième Guerre mondiale que le nucléaire c'était bien. Ça allait depuis les gaullistes jusqu'aux communistes.
Les seuls vrais secteurs critiques, c'était la CFDT, pour aller vite. Hein. Le reste, il y avait un accord. Pourquoi les Français ont fait un choix irréversible en faveur du nucléaire? Pas à cause de ça. Il faut lire le bouquin de M. Boiteux, Haute tension. Oui, d'accord. Mais c'est intéressant, cette réaction. Ça se joue comment? Ceux qui veulent le problème nucléaire français ont gagné. Il va y avoir un problème nucléaire. Mais le gouvernement veut faire une annonce. Et demande à M. Boiteux, pour midi, combien de tranches? C'est pas moi qui existe, c'est lui qui dit ça. Dites-moi combien je dois commander de centrales par an pour montrer que je suis un vrai gouvernement. Et alors, ils veulent 2 à 3, les mecs, parce qu'ils sont lucides. Et ils disent, oh, mais si on demande 3, on aura 1 ou 2. Quoi. On va demander 6 pour avoir 3. Ils demandent 6. Et l'autre dit au téléphone, ah, vous voulez pas plus, 8 ou 10? Le même système, le même mécanisme se retrouve en 81, et là j'étais acteur, enfin, j'étais témoin, où il y avait dans le programme de Mitterrand 0, on gèle pendant 2 ans, c'est de la revendication de la CFDT. Les gars disent, bon, 0, on va aller voir l'État, et on va envoyer surtout, pour négocier avec l'appareil d'État, les mecs les plus sceptiques d'EDF sur le nucléaire. Smart guys, hein, ce sont des smarts qui sont bien, quoi. Et ils sont tellement convaincants que le gouvernement accepte 4. Ils viennent comme ça, ils disent, nous on veut 2, on va demander 4 et on aura 4, 0, compromis à 2. Non, ils ont 4. La seule qui sera supprimée, c'est Plogoff, parce qu'ils avaient peur des Bretons. Ça a été structurant pour le choix énergétique français. Il y a eu 85% de bâtiments neufs, ce n'est cohérent qu'avec 85% des logements neufs en France construits avec le chauffage électrique. Donc la France n'a pas choisi le nucléaire comme ça. Ça s'est fait par ce genre de jeu. Le Energiewende en Allemagne, c'est aussi ça, à mon avis. D'accord ? Dans tous les pays, c'est pareil. Donc, question, les choix énergétiques sont vraiment insérés dans une société, comment elle fonctionne. C'est le résultat de comment elle fonctionne et comment elle organise ses propres débats. Alors, ces graphes-là sont quasiment illisibles, ils sont très anciens. Mais pour faire réfléchir sur maintenant, une fois qu'on a fait un choix, quelles sont les conséquences de ce choix? Et là, je vous donne une évaluation ex post du choix allemand, japonais et français, d'autres pays qui étaient dans l'exercice qu'on a fait à cette époque-là. Vous avez en haut, là, c'est illisible, hein, le taux de dépendance. Combien la France a par rapport à 73, a augmenté son taux d'indépendance énergétique. Bien sûr, le nucléaire a augmenté notre indépendance énergétique. En physique, on importe moins qu'avant. Les Allemands ne sont pas très bons, les Italiens et les Japonais sont très mauvais. Ça va? Nous avons eu raison. Maintenant, le graphe du dessous, c'est la part des importations énergétiques, ce qu'on paye de notre poche, dans la richesse nationale. Ce graphique est lisible, donc je ne vais pas le commenter maintenant. En gros, hein, les gens qui sont en dessous de cette barre font mieux que la France, ceux qui sont en dessus font moins bien. Voilà. Vous voyez bien qu'entre l'Italie, la France et l'Allemagne, c'est pas si simple. Donc on a d'un côté le fait qu'on a réussi techniquement, mais on n'a pas beaucoup plus réduit notre facture énergétique que les Allemands, un peu mieux, mais pas mieux que les Italiens et pas mieux que les Japonais. C'est vexant quand même. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que pour le futur, c'est très important. Ne jamais regarder uniquement la composante technique. Je commente ce graphe de la façon suivante. Une société, elle va mobiliser des moyens financiers, des compétences techniques, des institutions. Et sur l'énergie, elle a le choix entre 3 choses. L'offre, énergie mixte. Et là, vous voyez, le gras, c'est la France, avec un gros, très gros, là, c'est le nucléaire. La demande, et en bas, l'industrie. Après tout, je m'en fiche, je vais investir beaucoup sur l'énergie, je vais être tellement bon industriellement, je vais être tellement productif que je vais me payer toute l'énergie que je veux. Ça va?
C'est ça le choix. Et vous voyez qu'entre ces deux points, la France et l'Allemagne, eh ben, ma foi, l'Allemagne a été plutôt paresseuse en matière énergétique, elle avait du charbon, et réagit au choc pétrolier en étant très forte en matière industrielle. Ce qui explique qu'elle s'en sort pas si mal que ça. Donc quand on vous dit énergie nucléaire, c'était très bien pour nous, oui, mais les Allemands s'en sortent. Parce qu'ils ont une contre-offensive sur le secteur industriel. Même chose pour le Japon. Mais le Japon, il y a un truc qui est encore plus marrant. C'était la monnaie, bien sûr. Et aussi le fait qu'ils ont beaucoup baissé leur contenu énergétique parce qu'ils ont beaucoup délocalisé une partie de l'amont de leur secteur industriel. Je dis ça pourquoi ? Tout raisonnement qui se focalise sur le mix énergétique, est-ce que je crée de l'emploi ou pas, est-ce qu'il faut faire ou pas, si on oublie le contexte macroéconomique, le contexte dans lequel ça s'insère, on est en train de faire des bêtises. D'accord ? Ce qui compte à la fin, c'est l'ensemble, ce n'est pas seulement le choix énergétique. Dernier graphique, mais encore pire que les autres, c'est que pendant cette période, en gros, pendant que la France investissait beaucoup sur le nucléaire, mais beaucoup, elle sous-investissait en matière industrielle. Là, c'est le ratio investissement manufacturier sur la formation brute de capital, en France, et la France investit moins que l'Allemagne, moins que l'Italie, moins que le Japon. Cherchez l'erreur par rapport à la situation actuelle. Alors, un petit mot, parce que une centrale nucléaire en trop, en investissement, c'est l'équivalent du coût d'investissement de 2 modèles automobiles. Vous voyez l'ampleur ? On oublie ça en général. Donc, cherchez l'erreur sur la sous-industrialisation de la France aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai raison là. C'est un débat qui a eu lieu officiellement en France fin des années 80. Il serait temps de s'en rappeler aussi, quoi, un petit peu. Donc, c'est pas seulement, donc c'est pas si simple. Toute cette histoire, tout ce que je dis sur l'histoire là, c'est simplement pour dire, bon, ne jamais sectorialiser le raisonnement. Maintenant, pour le futur. Pour le futur, je vais accélérer en disant, ah ben oui, j'ai un problème ici, voilà. En disant, tiens, on sort d'un débat sur la transition énergétique, où le gouvernement a organisé une scène avec des scénarios de la société civile. Ne me demandez pas ce que je pense du mot. Des gens étaient autour de la table, ont produit des scénarios. Ça va ? Et ils ont fait des trajectoires. Trajectoires avec forte demande et forte décarbonisation, demande médiane et diversification, efficacité énergétique et diversification, énergie sobre et sortie du nucléaire. Je vais commenter ça ici. Parce que c'est un graphique, c'était donné par Patrick Criqui, qui est tout à fait intéressant. Vous voyez que dans le scénario sobre, où je sors du nucléaire, il faut 2 choses. Beaucoup réduire la demande et croire que je fais 85% de mon énergie avec du renouvelable. À l'opposé, vous avez le scénario où j'ai beaucoup de nucléaire quand même encore, en 2050. Là, j'ai besoin de moins de renouvelables et je dois réduire la demande, mais pas tant que ça. DIF, c'est entre les deux, et F, c'est entre les deux. L'important là-dedans, c'est de montrer que le choix sur le futur, il est bien entre par du nucléaire, baisse de la demande et par du renouvelable. C'est ça le choix central. D'accord ? Et bien sûr, on peut dessiner des scénarios à énergie sobre. Vous voyez les piles là. Hein. Dans sobre, vous n'avez plus de part du nucléaire, elle est 0, quoi. Hein, ok, ça va ? Dans l'autre, elle est grande. Vous voyez ces piles ? Je trouve qu'elles sont assez claires. Donc à ce moment-là, on va essayer de se demander maintenant, est-ce que c'est faisable ? Mais comme c'est organisé uniquement sur les scénarios énergétiques, et là je vais passer un peu vite parce que sinon je vais avoir un peu de temps, il y a des absents dans ce raisonnement. Je vais accélérer maintenant, c'est parce que j'ai une conscience. Où est la finance ? On a quelques milliards derrière, ils sont pas là, enfin on les calcule, mais on ne sait pas. Sortie nucléaire, c'est 15 milliards de plus par an, passer de 44% à 60% dans le secteur de la construction, il faut doubler les besoins d'investissement. On le sait, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Mobilité, important. Comment on contrôle l'effet de rebond sur les besoins de transport ? Parce que dans ces scénarios-là, vous avez des véhicules très efficaces. Mais si j'ai des véhicules très efficaces, je vais me transporter plus, je vais bouger plus. Ça n'y est pas dedans.
Il y avait hier un exposé fait par un Bolivien qui était très bon. C'était combien on gagnait sur une centrale hydroélectrique et combien on avait lorsque on créait 3 supermarchés de plus. Absent du jeu, là, dans le débat énergétique français. On a d'un côté l'énergie, de l'autre côté, ce qui se passe sur les transports. C'est embêtant, parce que le transport, c'est plus important que le reste, surtout en France. Même chose pour l'industrie. Est-ce qu'on a assez de compétences pour le faire? Comment on arrive à compenser le fait que les prix de l'énergie seront plus chers? Je passe là-dessus, ce serait un peu long, et vu les contraintes de ton temps, éventuellement, je reviendrai là-dessus. Mais en gros, mon leitmotiv est de dire, c'est pas vrai que ça se fera sans une réforme fiscale, parce que nous avons besoin d'huile dans le moteur un petit peu, pas d'huile, de graisse pour que ça frictionne pas trop, et que le chèque vert qu'on nous a promis est une fausse promesse, parce qu'il n'arrivera jamais à rembourser le surcoût énergétique de cette transition. Alors je vais aller à ma conclusion, donc je vais passer sur est-ce que le nucléaire est possible. Mon message, c'est la chose suivante, ce sont les scénarios que je ne vais pas commenter ici, qu'on a fait, je vous les montre quand même, ce sont des scénarios qui disent, voilà, j'ai un scénario avec un taux de croissance on s'est posé la question, est-ce qu'on peut sortir du nucléaire en France? Vous avez en haut des taux de croissance, en baseline, c'est comme ça, c'est en anglais, en France, qui sont le scénario de base. Puis vous avez en dessous un scénario, est-ce que je peux faire du F4? Diminuer les émissions de carbone par 4. La réponse est oui, je peux, sans choc sur la croissance et même avec une meilleure croissance. C'est bien ça. Et puis le nucléaire, si maintenant je mets une contrainte sur le nucléaire, ça me coûte quelque chose, mais finalement je reste en dessus du scénario de base. Vous dites, allez, Jean-Charles Rocade va nous expliquer que c'est facile à faire. Non. Il vous explique que techniquement, on peut écrire des scénarios comme ça. Seulement, pour les écrire, il faut faire ça. Je vais conclure un peu là-dessus, avant de passer à mes collègues. Vous êtes forcé de faire la chose suivante. Pour y arriver, techniquement, vous prenez NC Low Carb, c'est rien, c'est l'ensemble de tout ce que les ONG ont dit sur les mesures gratuites, que c'était facile, etc. Elles ne sont jamais gratuites. Si on fait que ça, on a plutôt des coûts. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord dépenser de l'argent avant que ça rapporte. Ça ne marche que si vous avez une taxe carbone. Et que si vous avez une taxe carbone que vous recyclez en baisse des charges sociales. Mais ça, vous avez un problème pour faire ça. Vous avez un problème, c'est qu'il faut mettre des syndicats autour de la table. Il faut donc que vous ayez une négociation sociale. Vous avez non seulement une négociation normale entre le travail et le capital, mais salaire. En gros, c'est quelle part de cette taxe carbone va venir en baisse des charges sociales et quelle part des charges sociales va rentrer dans la poche du patron ou dans la poche des salariés. Ça veut dire qu'on doit avoir une qualité de négociation sociale et ne pas distinguer les tables de négociation entre les négociations sociales d'un côté et les politiques d'environnement de l'autre. Il faut des outils financiers. Ça veut dire qu'il ne faut pas, en théorie, déconnecter la transition énergétique de la question de la réforme du système financier international et national. Et enfin, il faut infrastructure. Derrière ça, il y a quoi? C'est le dossier des transports. Pas question, en théorie, de découpler le raisonnement sur l'énergie, le raisonnement sur les transports, sur les villes, sur les circuits commerciaux. Ça veut dire qu'on ne peut arriver à démontrer qu'on peut avoir un plus avec la transition que si on est capable de gérer tout ça ensemble. Donc ça renvoie à quoi? Ça renvoie en fait que ce n'est pas possible si vous n'avez pas l'idée en tête d'un contrat social nouveau. Ce qui veut dire arrêter de fragmenter les expertises, ce qu'on a fait durablement depuis 10 ans, séparer les tables de négociation. Si on fait ça, on est foutu. Et surtout, quand on est militant, arrêter de se focaliser sur les symboles. Parce que vous savez comment ça se passe au plan politique, on va traiter des symboles. Je prends l'exemple de l'arrêt de Fessenheim. Une fois que j'ai dit ça, je vous posais la question, est-ce que ça vaut le coup de se battre sur Fessenheim comme symbole politique entre les Verts et le gouvernement? Évidemment, à mon avis, c'est faux. Voilà. Alors, pour conclure, je vais passer la parole à nos collègues en disant, en Europe, en gros, c'est la même chose. Avec en plus le fait qu'entre nos amis allemands et d'autres, on a des problèmes de vision du monde qui ne sont pas les mêmes. Et là-dessus, il y a une deuxième ligne de division en Europe qui est importante, qui est récente, c'est sur le charbon. C'est aggravé avec l'affaire de l'Ukraine, entre les pays en accession et surtout la Pologne. Donc on a 3 lignes de division, on en a 2 maintenant, d'accord? C'est encore plus compliqué qu'avant. Donc ça veut dire qu'il n'y a
possibilité de sortie en Europe que si on est d'accord sur un minimum de choses, malgré nos controverses, malgré le fait qu'on ne sera jamais d'accord à temps, ni sur le charbon, ni sur le nucléaire. Alors, à mon avis, c'est très simple. C'est les seules choses qu'on peut faire, c'est un accord sur est-ce que oui ou non on veut à long terme un système d'énergie renouvelable. Ça, en général, les gens ils sont d'accord. Est-ce qu'on est d'accord pour rediriger la recherche et développement? Et le troisième point, c'est bien sûr le problème des politiques de transport qui sont en général jamais traités en même temps et qui sont nécessaires. Alors, comme je sais à peu près ce que vont dire nos collègues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne crois pas qu'il y a de sortie, de réponse aux questions que je viens de poser, si on ne change pas le raisonnement et si on ne se pose pas la question de comment, en Europe, on arrive à dépasser les obstacles à l'innovation sur quoi? Sur des énergies beaucoup plus décentralisées, pour permettre la montée du renouvelable, et à des systèmes beaucoup plus décentralisés aussi en matière d'efficacité énergétique au sens large, et surtout de génération de modes de comportement plus efficaces. Donc les questions que j'ai en tête aujourd'hui, c'est quels sont les obstacles techniques et institutionnels pour faire qu'on peut mieux articuler les systèmes décentralisés et les systèmes centralisés. On a toujours une composante des deux. C'est ça à long terme qui va déterminer si on peut ou pas sortir du nucléaire ou décarboniser. Comment on peut briser cet obstacle que je connais depuis 30 ans de la part des énergies intermittentes, la loi de Kirchhoff qui fait qu'il y a une certaine part qui est un peu difficile à passer. Est-ce qu'on peut le faire? Comment on peut garantir, ça c'est institutionnel, l'équité dans des systèmes très décentralisés? Parce qu'en France, on a toujours une suspicion que lorsque c'est décentralisé, c'est forcément plus inéquitable. On avait la possibilité d'avoir des péréquations. Hein. On est centralisé, mais alors pour les pauvres et pour les campagnes, on va faire le même prix. Qu'est-ce que ça devient dans un système comme ça? Donc, je m'arrête là. J'ai 5 minutes un petit peu trop long. Pour dire simplement que à mon avis, c'est dans cette capacité de lancer cette dynamique institutionnelle en Europe, en partant de points de départ et de traditions très, très, très différentes, qu'on aura la question finale sur le energy mix. Merci. Merci Jean-Charles de nous avoir fait toucher du doigt la complexité de la question et le nombre de paramètres interconnectés et l'absence de solution simple. Donc de lancer le débat, d'avoir souligné aussi l'importance du schème culturel, pour le moins assez global, à l'arrière-plan des choix qui sont pas forcément toujours rationnels, mais enfin il faut essayer d'en mettre un peu de raison quand même dans nos choix. Donc je laisse tout de suite la parole sans plus attendre à Gilles Vermaux-Desroches pour quelques exemples, de terrain sur ces débats.